Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Chas Freeman, ancien secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires de sécurité internationale et également ancien ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite. J'imagine que la connaissance de cette région est particulièrement utile en ce moment, alors que nous faisons face à une sorte de catastrophe. Il semble que cette attaque surprise contre l'Iran, ait été un pari énorme et un pari qui ne rapporte pas. Comment percevez-vous la situation au cours des derniers jours? Eh bien, le Premier ministre Netanyahou n'a jamais caché son désir d'orchestrer à la fois la fin du programme nucléaire, y compris ses volets pacifiques, en Iran, et de procéder à un changement de régime, et plus particulièrement de faire en sorte que les États-Unis, qui disposent de capacités dont Israël ne dispose pas, soient entraînés dans une guerre contre l'Iran. Il est passé à l'action maintenant. Je pense que l'urgence avait très peu à voir avec le programme nucléaire iranien, et beaucoup plus avec le possible succès des négociations américano-iraniennes à Oman. Il a réussi à mettre fin à ces négociations. Il n'a apparemment pas causé beaucoup de dégâts au programme nucléaire iranien, qui d'ailleurs, selon les services de renseignement du monde entier, y compris les siens, n'a pas reçu l'autorisation de développer une arme nucléaire. Autrement dit, aucune décision de ce type n'a été prise en Iran. Ironiquement, en lançant cette attaque, il a rendu très probable que les durs du régime iranien, qui soutiennent qu'une dissuasion nucléaire est essentielle pour protéger l'Iran d'Israël, l'emportent désormais. Entre autres choses, il a tué le principal négociateur scientifique avec les États-Unis, qui aurait dû se trouver à Mascate hier pour des discussions avec les Américains. Il y aura un nouveau groupe de personnes autour de la table des décisions à Téhéran. D'après ce que m'ont dit des Iraniens avec qui j'ai parlé, pas en Iran, mais en contact avec des gens sur place, il y a une colère et une haine brûlante envers Israël, à un niveau jamais vu auparavant. Et je dirais enfin que, selon moi, il est au moins aussi probable qu'il y ait un changement de régime en Israël à la suite de cela qu'en Iran. En fait, c'est probablement plus probable, puisque le régime israélien est précaire. Et pour reprendre une expression utilisée par le Premier ministre Netanyahou pour décrire le régime de Téhéran, il est rempli de fanatiques théologiques que beaucoup trouvent détestables et aimeraient voir disparaître. Donc, je ne sais pas comment tout cela va évoluer, mais je constate que la manipulation très habile habituelle de la presse par Israël, les médias, est en cours. On a dit aux citoyens israéliens qu'ils ne pouvaient pas prendre de photos des dégâts causés par les bombes ou les missiles. Nous ne savons donc pas, et les citoyens israéliens non plus, l'ampleur des dégâts infligés par l'Iran. Mais il est très évident, d'après les images que nous avons vues, que les missiles iraniens pénètrent les défenses israéliennes avec une certaine facilité et que des dégâts importants sont infligés aux installations militaires et parfois bien sûr aussi aux civils. Le ministre de la Défense, M. Katz, en Israël, qui apparemment n'a aucun sens de l'ironie, a déclaré que l'Iran avait franchi une ligne rouge en commençant à tuer des civils. Eh bien, venant de quelqu'un qui est responsable du génocide à Gaza et qui fait exploser des immeubles entiers à Téhéran pour tuer un seul scientifique nucléaire ou une figure militaire, c'est un culot d'un niveau rarement vu. Donc je ne sais pas où cela va mener, mais pour l'instant, rien de bon à ce que je peux en juger. Eh bien, en ce qui concerne la direction que cela prend, est-il possible pour Israël de mettre fin à la guerre maintenant? Parce que Trump a dit que les deux parties devraient se calmer, s'asseoir ensemble et mettre fin à tout cela. D'un autre côté, Trump n'est plus, disons, crédible, étant donné
que, comme vous l'avez souligné, il a mené ce qui était en réalité de fausses négociations tout en préparant une attaque contre l'Iran. Mais si Netanyahou devait reconnaître que cette guerre est un échec, il était déjà assez impopulaire auparavant. S'il a maintenant perdu du temps et toute l'illusion de la dissuasion israélienne, va-t-il survivre politiquement s'il met fin à la guerre? Ou doit-il au contraire s'entêter? Eh bien, je pense que la guerre pourrait se terminer de deux manières du côté israélien. Après tout, ce sont eux qui ont inauguré cette guerre. Ils l'ont commencée. Beaucoup de gens à travers le monde sont probablement assez ravis de les voir goûter à leur propre médecine sous la forme de bâtiments détruits et de civils paniqués, puisque c'est ce qu'Israël a infligé à ses voisins pendant de très nombreuses décennies. Et ils n'avaient jamais auparavant affronté un État ayant la capacité de riposter. Il fait maintenant l'expérience de la riposte. Donc il y a deux façons dont cette guerre pourrait se terminer. Premièrement, M. Trump arrête le flux d'armes vers Israël, ce qui est peu probable car il semble être sous l'influence de riches donateurs sionistes d'une sorte ou d'une autre. Ou alternativement, Israël pourrait décider que, puisque les États-Unis n'entrent pas en guerre à ses côtés, comme il l'espère, la guerre ne peut pas être gagnée et devrait être terminée afin de pouvoir reprendre le conflit à une date ultérieure. Ce sont donc les deux façons dont Israël pourrait mettre fin à la guerre. Je ne vois pas l'Iran mettre fin à la guerre autrement que de la manière qu'il a annoncé. Il a déclaré que si Israël cessait ses attaques, il répondrait en cessant ses propres représailles contre Israël. Donc tout dépend des décisions israéliennes, fortement influencées par M. Trump. Enfin, je noterai que le G6+1, anciennement connu sous le nom de G7, se réunit à Alberta, au Canada. Et il y a là une agrégation de pouvoirs très étrange. Le Japon a été très critique envers Israël. Les Européens, pour la plupart, ne l'ont pas été. Et certaines personnes au Moyen-Orient observent cela et disent que c'est intéressant. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne semblent entièrement soutenir Israël dans cette affaire. Cela rappelle aux gens de la région qui a mené les croisades. Vous savez, cela ressemble à un soutien chrétien au sionisme. Peut-être, dans le cas des Allemands, comme une forme d'expiation pour l'Holocauste, peut-être. Dans le cas des Français, pour leur complicité dans l'Holocauste. Et peut-être dans le cas des Britanniques, simplement parce qu'ils sont très philosémites et finalement responsables de la création de l'État d'Israël à travers leur contrôle colonial de la Palestine. Donc il sera intéressant de voir ce qui ressortira de l'Alberta, mais je doute que quelque chose de très définitif en sorte. Et j'imagine que même si les Britanniques, les Allemands et surtout les Français soutiennent Israël de manière assez importante, y compris par des moyens militaires d'ailleurs, malgré cela, ils aimeraient vraiment voir la guerre se terminer. Et ils savent que la clé pour y parvenir, c'est que les États-Unis fassent pression sur Israël, ce que les États-Unis n'ont jamais été disposés à faire ces dernières années. En ce qui concerne ce que pensent les autres acteurs, les États du Golfe, beaucoup d'entre eux, ne sont pas des amis de l'Iran. Mais encore une fois, vous avez été ambassadeur en Arabie Saoudite. Y a-t-il d'autres complexités que nous devrions connaître? Parce que j'ai entendu dire que certains dans la région ont été quelque peu choqués par l'attaque trompeuse contre l'Iran pendant les négociations. Et aussi, oui, certains, notamment en Irak, ont été un peu impressionnés par la capacité de l'Iran à encaisser les coups d'Israël et à riposter. Cela a en quelque sorte brisé une partie de l'illusion autour de l'Iran tout-puissant. Voyez-vous des sympathies contradictoires? Comment pouvons-nous comprendre la région? Comment réagissent-ils à cela, tant les gouvernements que les populations?
Eh bien, le génocide à Gaza a privé Israël de toute sympathie dans cette région. Je sais que Mohammed Ben Salman, le prince héritier et dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, a appelé le guide suprême en Iran pour exprimer sa sympathie et son soutien et a condamné l'attaque israélienne. Donc, quelles que soient les illusions qu'Israël ou les États-Unis pouvaient avoir sur la capacité de recruter l'Arabie saoudite pour une relation normale avec Israël, c'est-à-dire mettre de côté la question palestinienne et ne pas critiquer le comportement israélien par les pays du Golfe, elle n'existe clairement plus. Je pense donc que vous avez raison de parler du sentiment que l'utilisation des pourparlers à Mascate, comme couverture, comme assurance pour inciter l'Iran à baisser sa garde, est quelque chose qui est bien compris et mal perçu dans la région pour deux raisons. Premièrement, bien sûr, cela rappellera la veille de la guerre du Golfe pour libérer le Koweït, lorsque Saddam Hussein utilisait les négociations à Jeddah en Arabie saoudite comme écran de fumée pour son invasion planifiée du Koweït et n'a rompu ces négociations qu'une heure avant d'envahir. Il y a donc un historique de tromperie qui est assez poignant. Deuxièmement, cependant, l'autre élément ici est celui qui vous préoccupe évidemment, à savoir la crédibilité de M. Trump en tant que négociateur, non seulement dans ce contexte en Asie de l'Ouest, mais aussi sur la question Ukraine-Russie avec la Chine et d'autres, qui est désormais bien en dessous de zéro. Ainsi, la possibilité de résoudre d'autres questions par la négociation a également été grandement réduite. Je pense qu'il faut finalement souligner l'ironie de cette situation, où un État doté de l'arme nucléaire, Israël, qui a acquis ses armes clandestinement et a menti en le faisant, et a même volé une partie du matériel nucléaire aux États-Unis pour constituer son arsenal nucléaire, attaque un État non nucléaire pour avoir exercé son droit, en vertu du traité de non-prolifération, d'enrichir de l'uranium et de le faire sous inspection internationale. Je remarque que lorsque l'AIEA a été dupée pour adopter une résolution condamnant l'Iran, la réponse iranienne a été d'annoncer la construction d'un autre centre d'enrichissement souterrain et de déclarer qu'il serait placé sous inspection de l'AIEA. Nous avons donc ici un cas clair dans lequel l'Iran exerce des droits qu'il détient en vertu du droit international, n'a pas déclenché de guerre et subit des attaques qui visent en grande partie des civils. Nous venons tout juste de voir une chaîne de télévision réduite au silence en plein direct à Téhéran il y a quelques heures, je crois. Et d'un autre côté, nous avons l'agresseur Israël, qui, une fois de plus, prétend de manière caractéristique être la victime et affirme que tout cela est justifié par la nécessité de se défendre de manière préventive contre une arme nucléaire qui n'existe pas. C'est donc vraiment assez étrange. Mais je ne suis pas certain que les Européens réalisent à quel point c'est étrange, compte tenu de leur relation avec Israël, et pour être franc, de leur islamophobie. Eh bien, il y a aussi plus de nuances, je suppose. C'est-à-dire que l'Iran, en tant que signataire du traité de non-prolifération, a le droit à un programme nucléaire civil. C'est maintenant Washington qui lui dit qu'il n'a pas le droit d'en avoir un. Mais en Europe aussi, j'ai entendu plusieurs dirigeants évoquer le droit d'Israël à se défendre. Mais encore une fois, il s'agissait d'une attaque surprise d'Israël contre l'Iran. On laisse prégnamment plus utiliser cette vieille stratégie, mais il semble tout de même être une wall-building. Normalement, ils passent cela sous silence. Vous savez, pendant qu'ils assassinent un grand nombre de Palestiniens à Gaza, ils justifient leurs actes en disant qu'ils ont le droit de se défendre. Mais bien sûr, ils sont paranoïaques, et les paranoïaques sont très doués pour se créer des ennemis qu'ils doivent ensuite éliminer.
Donc ce n'est rien de nouveau, c'est la stratégie israélienne classique et l'évitement habituel de la responsabilité par l'Occident. Et je remarque enfin qu'il existe des conventions de Genève qui rendent absolument illégal, selon le droit international, d'attaquer des installations nucléaires. Mais Israël déclare que c'est ce qu'il fait. En réalité, il ne fait pas grand-chose de cela. Il tente, comme je l'ai dit plus tôt, d'organiser un changement de régime et ce faisant pose peut-être les bases d'un changement de régime au sein de son propre gouvernement. Du côté russe, cependant, j'ai remarqué que Trump et Poutine ont eu une conversation téléphonique, et je suis sûr que l'Iran a été évoqué lors de ces échanges. Les dernières nouvelles indiquent que les États-Unis se sont unilatéralement retirés des discussions avec la Russie sur la manière d'améliorer les relations bilatérales ou de commencer à rétablir les services diplomatiques. Savez-vous quelque chose à propos de cet appel, ce qui a été dit, et pourquoi ça s'est si mal passé, entraînant l'annulation des discussions ultérieures? Je ne connais pas précisément le raisonnement qui a conduit à la suspension des discussions de normalisation, à l'effort de rapprochement avec la Russie. Je sais que Vladimir Poutine a apparemment condamné assez fermement l'agression israélienne. Et je sais aussi que M. Trump, comme à son habitude, a justifié l'attaque israélienne en disant qu'elle mettait la pression sur l'Iran pour négocier. Mais bien sûr, l'Iran était en train de négocier. Maintenant, l'Iran a répété qu'il était prêt à venir à la table des négociations. Cela est présenté comme une grande concession, comme une preuve de faiblesse iranienne. Mais c'est absurde. Je veux dire, ils étaient déjà à la table des négociations. Ils auraient été à Mascate dimanche, y compris plusieurs d'entre eux qui sont maintenant morts. Je ne sais donc pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y a un rapport selon lequel Vladimir Poutine aurait ensuite eu une discussion avec le président Raïssi à Téhéran, au cours de laquelle il l'aurait averti du danger auquel le régime iranien est confronté. En quoi consistait cet avertissement? S'agissait-il d'un effort sincère pour protéger l'Iran, ou bien d'une tentative de faire pression sur l'Iran dans la lignée de la démarche de M. Trump, utilisant les Israéliens comme intermédiaires? Je l'ignore. Mais il m'est très difficile de voir comment les discussions avec la Russie sur la paix en Ukraine peuvent avancer alors que les prémices du côté américain restent erronées, visant un cessez-le-feu plutôt qu'une paix réelle. Mais il y a ici une autre similitude intéressante. Non seulement, il y a 2 semaines, la dissuasion nucléaire de la Russie a été attaquée, et maintenant c'est le réacteur nucléaire de l'Iran, mais aussi la manière dont cela a été fait. C'est-à-dire, les drones qui ont été introduits en Russie au cours des 12 à 18 derniers mois, très probablement avec le soutien des services de renseignement occidentaux. Et maintenant, nous voyons la même chose se produire en Iran. Des drones sont introduits en contrebande. Nous ne savons pas dans quelle mesure les services de renseignement occidentaux ont été impliqués, mais c'est une hypothèse raisonnable. Encore une fois, je n'ai vu aucune preuve, mais néanmoins, l'assemblage de ces drones pour les utiliser à l'intérieur du pays lors de l'attaque m'a semblé terriblement similaire. Qu'en pensez-vous? Eh bien, tout d'abord, il est évident que la guerre par drone a changé la nature de la guerre en général. Un drone est un moyen très peu coûteux de frapper une cible précise. Dans le cas de l'Iran, les drones qui ont été introduits clandestinement dans le pays et mis en place ont accompli plusieurs choses. Premièrement, en conjonction avec une cyberattaque, ils ont neutralisé les défenses aériennes iraniennes lors de la phase d'ouverture. Deuxièmement, simultanément, ils ont assassiné un groupe d'Iraniens importants liés à la fois aux forces armées et au programme nucléaire
dans le but de décapiter et de paralyser le régime iranien. L'Iran a apparemment été capable, assez rapidement, de reconstituer une chaîne de commandement afin de tirer des conclusions sur la conduite à tenir. Et au début, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait beaucoup de satisfaction en Occident à l'idée que l'Iran avait été déstabilisé, n'avait pas réagi et tardait à répondre, etc. Tout cela s'est avéré n'être que de la fanfaronnade plutôt que quelque chose de sérieux. Et nous voyons encore beaucoup de cela, c'est-à-dire que nos médias présentent l'Iran comme étant acculé, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Et Israël affirme que le régime est sur le point de tomber, et ainsi de suite. C'est un vœu pieux. Il est peu probable que cela soit plus couronné de succès que les vantardises similaires sur une victoire imminente contre le Hamas ne l'ont été. Alors, comment voyez-vous la suite de cette guerre? Je pense qu'il y a là-bas un stock assez important de missiles balistiques. D'après ce que j'ai compris, les premières salves de missiles étaient relativement anciennes, et l'un des objectifs était d'absorber et d'épuiser le système de défense antimissiles israélien. Ils tirent maintenant des missiles hypersoniques qui apparemment n'ont aucun mal à pénétrer la défense antimissile balistique israélienne. Je ne sais pas combien ils en possèdent, mais je crois que l'affirmation que j'ai vue peut être celle des Israéliens qui est probablement exagérée et qu'ils auraient éliminé un tiers de la force de missiles balistiques iranienne. Cela pourrait durer assez longtemps. Il semble qu'Israël ait établi une supériorité aérienne au-dessus de Téhéran, mais cela reste très éloigné d'Israël. Et cela dépend du ravitaillement en carburant qui, à ce que je comprends, provient de la Luftwaffe et d'autres forces aériennes européennes, et très probablement des Britanniques et des Américains. Ainsi, les Britanniques, les Américains, les Allemands et d'autres pourraient, si nous le souhaitions, ordonner l'arrêt des attaques israéliennes sur Téhéran. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Et je pense que nous pourrions alors nous attendre à ce que les Iraniens fassent ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire réciproquer en cessant d'attaquer Israël. Eh bien, s'ils retournaient à la table des négociations, je suis sûr que Trump pourrait présenter cela comme une victoire, que désormais l'Iran doit accepter que les États-Unis sont sérieux. Cela pourrait être perçu comme les ramenant à la table des négociations, comme s'ils étaient ceux qui restaient. Je veux dire, il y a beaucoup de façons de présenter cela comme une victoire, ce qui peut être positif, bien sûr, si cela permet à Washington d'accepter qu'il faut mettre fin à la guerre. Mais ne serait-il pas plus difficile de parvenir à un accord maintenant? Je pense, d'après ce que j'entends des Iraniens, qu'ils ne feront plus confiance à l'AIEA et qu'ils ne font plus vraiment confiance à leurs partenaires de négociation. À quel point serait-il facile d'obtenir un accord maintenant, après cette attaque? Eh bien, je pense que ce serait effectivement très difficile. J'imagine que les Iraniens voudront continuer à discuter, car il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire. Mais je ne pense pas que cela établisse un processus permettant une désescalade, même si cela pourrait éventuellement aboutir à quelque chose. Mais non, je veux dire, M. Trump, lors de son premier mandat en tant que président, a détruit l'accord nucléaire. Maintenant, il essaie en gros d'y revenir, ou du moins il l'a fait. Il est désormais revenu sur sa position et a déclaré qu'un enrichissement zéro était requis, en ajoutant diverses autres conditions. Donc je pense que lorsque tout cela sera terminé et que la guerre prendra fin, et je ne crois pas qu'Israël ou l'Iran cesseront d'exister à cause de cette guerre, ce n'est pas existentiel, contrairement à ce qu'a affirmé Netanyahou. Je ne serais pas surpris de voir les défenses aériennes iraniennes être très rapidement reconstruites
avec l'aide de la Russie, de la Chine et d'autres. Et je note qu'apparemment, les Iraniens ont réussi à abattre quelques F-35, malgré les caractéristiques furtives qui sont censées les rendre immunisés contre les missiles et tirs antiaériens. Donc les deux camps sortiront de cette situation éprouvée. Les Israéliens en sortiront, quoi qu'il arrive, ébranlés. Car, comme je l'ai dit, c'est la première fois qu'ils ont dû affronter un ennemi capable de riposter réellement. Ils étaient habitués à combattre des gens qui, pour la plupart, n'avaient même pas d'armes, armés de pierres, pas de fusils. Et quand ils avaient des fusils, ils n'avaient pas de force aérienne, ni d'équipement lourd. Et Israël dominait le ciel dans sa région. Israel has ruled the skies in its region. It may have established air superiority for a time. Il se peut qu'elle ait établi une supériorité aérienne temporaire en Iran, mais cela ne va pas durer. Je pense donc que l'Iran n'a jamais eu d'illusion sur la brutalité d'une attaque israélienne. Il a été surpris par le moment choisi pour cette attaque, car, comme vous l'avez dit, il avait toutes les raisons de croire que des négociations étaient en cours, et non qu'il s'agissait d'une attaque de type Pearl Harbor. D'ailleurs, Pearl Harbor n'est pas une mauvaise analogie, car je me souviens de l'amiral Yamamoto, qui a mené cette attaque mais s'y était opposé, estimant qu'il s'agirait d'une victoire tactique mais d'une défaite stratégique pour le Japon. Et il a eu raison. On raconte qu'il aurait déclaré après l'attaque « Eh bien, nous avons remporté une victoire, mais nous avons réveillé un monstre. » Well, we won a victory, but we have awakened a monster. I don't think any inclination that might have existed. Je ne pense pas que la moindre inclination qui aurait pu exister en Iran à faire la paix avec Israël survivra à cela. Et je ne pense pas que la démonstration de l'indifférence israélienne à la vie musulmane que révèlent ces attaques, avec de nombreux morts civils, va rendre Israël plus acceptable aux yeux de ses voisins arabes. Donc vous savez, je pense que les pays de la région font ce qu'ils estiment nécessaire. La Jordanie, apparemment, abat des drones iraniens. Elle a clairement ouvert son espace aérien à l'armée de l'air israélienne pour traverser la Jordanie et entrer en Irak lors de ses missions. On soupçonne qu'elle facilite également le ravitaillement occidental pour les Israéliens. Mais vous savez, j'imagine mal que quiconque en Jordanie soit très heureux de cela. You know, I can't imagine anyone in Jordan is very happy about that. How about the United States? You think the US will... Qu'en est-il des États-Unis? Pensez-vous que les États-Unis vont s'engager dans la lutte, dans la guerre contre l'Iran? J'imagine que ce n'est pas vraiment une question à laquelle on peut répondre simplement par oui ou non. Il semble que les États-Unis vont au moins s'impliquer un peu plus en ce qui concerne l'interception des missiles iraniens, car les défenses aériennes israéliennes semblent vraiment s'affaiblir d'heure en heure. Je ne sais pas s'ils ont été neutralisés, s'il manque de missiles intercepteurs ou quel est exactement le problème. Mais étant donné que de plus en plus de missiles iraniens parviennent à passer, il est très probable que les États-Unis vont aider de manière plus active à intercepter ces missiles. Mais pensez-vous que les États-Unis iront encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils mèneront des attaques directes contre l'Iran? Ou est-ce qu'ils n'ont pas l'infrastructure nécessaire en place? Comment voyez-vous la situation? Eh bien, ce que veulent les Israéliens, c'est une attaque contre Fordow, l'installation d'enrichissement nucléaire profondément enterrée qu'ils pensent pouvoir détruire avec des bombes de 13 600 kilos, du type que seuls les États-Unis possèdent et peuvent déployer. Ce serait une catastrophe, probablement le début d'une conflagration à l'échelle régionale. Entre autres choses, les États-Unis ont de nombreuses bases dans la région, que les milices locales ont déjà menacé d'attaquer si les États-Unis s'impliquent directement dans le conflit. Voilà pour un aspect. La deuxième chose, c'est que je ne crois pas que les États-Unis aient la capacité d'augmenter de manière significative la défense d'Israël contre les missiles. Ce qu'ils peuvent faire, et apparemment font déjà, c'est contrer les drones qui sont plus lents
peut-être aussi les missiles de croisière, mais pas les missiles hypersoniques qui dévastent actuellement Haïfa. Donc je ne suis pas sûr que les États-Unis aient d'autres options que de rester en dehors ou d'intervenir eux-mêmes. Je ne crois pas. Bien sûr, nous pouvons réapprovisionner les Israéliens. Je suis sûr que nous le faisons. J'aimerais que ce ne soit pas le cas, mais c'est la réalité. Mais vous savez, Israël ne gagne pas cette guerre. Pas encore, en tout cas. Vous avez mentionné plus tôt que la Russie et la Chine réapprovisionnent probablement l'Iran. Pensez-vous qu'elles pourraient s'impliquer davantage que simplement fournir des armes? J'ai du mal à imaginer que Pékin ou Moscou veuillent se retrouver dans une guerre directe avec Israël ou les États-Unis. Mais j'imagine qu'ils ne veulent pas non plus laisser l'Iran échouer. Donc la fourniture d'armes est-elle la limite qu'ils ne franchiront pas? Je pense que c'est probablement la limite. Je ne crois pas qu'ils veuillent intervenir directement. La Russie a ses propres difficultés avec la guerre en Ukraine. La Chine n'a aucune envie d'intervenir à l'étranger. Mais, vous savez, en plus de réapprovisionner l'Iran en défense aérienne, il y a la possibilité d'aider l'Irak à reprendre le contrôle de son espace aérien. Les États-Unis sont actuellement responsables du contrôle de l'espace aérien irakien jusqu'en septembre, je crois, moment où nous sommes censés nous retirer complètement. Il y a environ 2500 soldats américains sur les bases irakiennes, et la politique irakienne est proche du point d'ébullition contre la présence américaine. Mais vous savez, se débarrasser des États-Unis ne changerait pas grand-chose, à moins que l'Irak n'acquiert une capacité de défense aérienne significative qui pourrait empêcher Israël de violer sa souveraineté, comme cela a été le cas et comme l'Irak l'a dénoncé. Donc je pense qu'il est possible qu'à la fin de la guerre, nous assistions à une prolifération d'achats d'armes par des pays ayant les moyens de les payer, comme l'Irak. Nous verrons aussi peut-être la reconstruction de systèmes en Iran, peut-être de manière indigène grâce au transfert de technologie. Mais je pense que vous avez raison de suggérer que d'autres grandes puissances, ayant la capacité de réapprovisionner et de reconstruire leur défense, vont être très prudentes et éviter de s'impliquer directement dans le conflit. Eh bien, les ressources américaines sont limitées, je pense, d'autant plus aujourd'hui, alors que le monde compte de nouveaux centres de pouvoir et que l'ère hégémonique est révolue. Mais avec moins de ressources et un besoin accru de hiérarchiser les priorités, il me semble raisonnable de dire qu'Israël est une priorité bien plus élevée que par exemple l'Ukraine. Alors, selon vous, comment la guerre en Ukraine serait-elle affectée? Parce que, eh bien, Trump ne semble déjà pas très intéressé à poursuivre la guerre par procuration. Mais maintenant, avec certaines des catastrophes qui frappent Israël, il est certain qu'une grande partie de l'armement devra être redirigée. Ou bien s'agit-il d'armements complètement différents? Parce que je sais qu'il y a eu des commentaires négatifs venant de Kiev, que Zelensky espérait que certains de ces missiles lui seraient destinés. Pensez-vous donc que ce sera significatif? Est-ce que cela aura un impact important sur notre autre guerre, c'est-à-dire la guerre par procuration en Ukraine? Oui, je pense que cela a des effets à deux niveaux. D'une part, comme vous l'avez indiqué, le président Zelensky, qui se trouve dans une impasse avec tout le monde, redouble vraisemblablement ses appels pour le réarmement de l'Ukraine. Mais le fait est, et c'est probablement plus important, que les stocks de munitions et les comptes d'armement américains sont à découvert. Il n'y a pas assez d'armement pour approvisionner à la fois l'Ukraine et Israël. Et vous avez tout à fait raison. Israël obtiendra sans aucun doute la priorité. Il y a donc une conséquence directe pour l'Ukraine, l'érosion des défenses ukrainiennes qui résulte de ce qu'Israël vient de faire.
C'est-à-dire, soyons clairs, Israël a déclenché une guerre dont il savait qu'il ne pourrait pas sortir vainqueur à moins d'entraîner les États-Unis. Les États-Unis vont-ils être entraînés dans cette affaire? Beaucoup de personnes de l'administration Trump qui étaient favorables à cela ne sont plus là. Autrement dit, il y a eu une lutte au sein du gouvernement américain entre les partisans de l'America First, incarnés peut-être par le vice-président Vance, et les partisans d'Israël, représentés peut-être par Mike Walsh, qui était conseiller à la sécurité nationale, jusqu'à ce qu'il soit surpris en train de conspirer avec le premier ministre Netanyahou pour une guerre contre l'Iran. Alors, quelle sera la position de M. Trump? Et là, je dois dire que le comportement de M. Trump n'est pas rassurant. Il semble être à la fois un narcissique malveillant et malfaisant à bien des égards. Mais il semble aussi perdre de ses facultés mentales. Si vous regardez ses discours et ses réponses aux questions, il ressemble à ce que je vis dans une résidence pour personnes âgées, vous savez. Beaucoup de personnes ici rencontrent les mêmes problèmes. M. Trump a 3 ans de moins que moi, mais je le vois peut-être souffrir de plus en plus de démence. Nous venons de voir un président atteint de démence, Joe Biden, donc ce n'est pas impossible. M. Trump ne s'est pas entouré de personnes manifestement compétentes et qualifiées pour les postes qui leur ont été attribués. Ainsi, le gouvernement des États-Unis est un facteur assez erratique dans tout cela, et j'hésiterais à prédire ce que nous ferions. Je sais d'où viendra la pression. M. Trump ne serait pas président s'il n'avait pas accepté d'énormes sommes d'argent de la part de plutocrates sionistes engagés. Quelle loyauté est-il susceptible d'avoir envers eux? Il n'a pas vraiment fait preuve de loyauté envers grand-chose, donc il y a peut-être un peu d'espoir de ce côté-là. Eh bien, ma dernière question est la suivante. Pensez-vous, au-delà de ce qui se passe actuellement avec l'Iran et son impact sur le champ de bataille en Ukraine en termes d'armement, qu'en est-il des efforts diplomatiques? Car encore une fois, il y a 2 semaines, les Russes semblaient très optimistes quant à la possibilité d'avoir quelqu'un à la Maison-Blanche avec qui ils pourraient réellement dialoguer et peut-être trouver la paix. Mais il y a 2 semaines, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui s'est passé. Encore une fois, l'attaque contre leurs forces de dissuasion nucléaire. Il semble peu probable que cela se soit produit sans la connaissance ou le soutien des services de renseignement américains. Donc, la discussion tourne plus ou moins autour de la question de savoir si Trump n'était pas au courant, donc il n'a pas le contrôle, ou s'il était au courant, ce qui serait très trompeur. Je ne sais pas ce qui est pire, être malhonnête ou incompétent. Mais dans tous les cas, maintenant que la même chose se produit en Iran, et ici, cela semble être de la tromperie, pensez-vous que les Russes seront moins enclins à... Enfin, ils veulent toujours discuter avec les États-Unis et essayer de trouver une solution. Mais y a-t-il une chance d'accepter un cessez-le-feu basé sur, vous savez, une certaine bonne foi pendant les négociations? Cela semble désormais pratiquement terminé. Il n'y a aucune chance qu'ils abandonnent un quelconque avantage stratégique sur le champ de bataille dans l'espoir ou en faisant confiance que l'autre camp tiendra ses promesses. Je pense qu'ils partent presque du principe que la prochaine avancée diplomatique sera encore une ruse, une préparation à se faire poignarder dans le dos. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Eh bien, je pense en réalité que la principale cause de la méfiance n'est peut-être pas la tromperie qui était clairement évidente dans le cas de l'attaque israélienne contre l'Iran, ou la question de savoir s'il y a eu tromperie dans les attaques de drones menées par l'Ukraine contre des bombardiers nucléaires russes, et ainsi de suite. Je pense que ça tient davantage aux rencontres avec l'envoyé personnel de M. Trump, Stephen Witkoff,
qui semble se rendre à Moscou, parvenir à un accord, puis revenir à Washington pour voir tout ce à quoi il avait consenti, ou laisser entendre qu'il pourrait consentir, annulé par M. Trump sous la pression des partisans de la ligne dure. Il y a donc eu ici un schéma de comportement très erratique. Un accord suivi d'un désaccord, suivi d'un revirement, puis à nouveau un accord suivi d'un désaccord. Et personne ne sait vraiment quelle est la position des États-Unis. Et les États-Unis n'ont toujours pas répondu aux 3 questions posées par les Russes. Quelle devrait être l'architecture de sécurité en Europe pour permettre la paix et la stabilité dans le sous-continent? Quelle garantie y aura-t-il contre la présence de forces hostiles en Ukraine? L'Ukraine sera-t-elle interdite d'adhésion à l'OTAN? Mais au-delà de cela, que va-t-il se passer d'autre? Et enfin, quelle est la position des États-Unis et des autres membres de l'OTAN concernant les droits des minorités en Ukraine? Soutenons-nous les normes de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe ou non? Rien de tout cela n'est clair. Et donc oui, les Russes vont parler. Et ici, je dois souligner que Spin a suggéré que c'était un grand triomphe d'amener les Russes à la table des négociations. Mais ils réclament des négociations depuis le début. En fait, ils ont rejoint les négociations juste après l'invasion de l'Ukraine, et ces négociations ont abouti au moins à un accord de principe, sinon à un traité détaillé. Nous sommes donc prisonniers de notre propre manipulation politique de l'opinion intérieure, autant que de notre comportement en tant qu'acteur international. Et je pense que les perspectives de voir autre chose que davantage de combats en Ukraine sont très faibles à l'heure actuelle. Je suppose que c'est une autre similitude. J'ai entendu l'argument selon lequel certaines attaques contre l'Iran étaient nécessaires pour les amener à la table des négociations. Mais bien sûr, ils étaient déjà à la table des négociations. J'ai entendu la même chose ici en Europe, qu'il faut continuer à envoyer des armes à l'Ukraine pour forcer Poutine à négocier. Mais ils n'ont jamais dit non. Ils étaient ouverts au dialogue à tout moment. C'est ici, en Europe, que nous avons boycotté la diplomatie pendant plus de 3 ans. Nous refusons de parler, même maintenant que les Américains discutent avec les Russes. Aucun des dirigeants européens ne veut décrocher le téléphone et appeler le Kremlin. Ils l'ont qualifié de pro-russe, ce qui signifie que vous n'êtes pas autorisé à le faire si vous voulez rester légitime sur la scène politique. Donc ils n'appellent pas, ils ne décrochent pas le téléphone, ils ne voyagent pas à Moscou, ils ne parlent pas à l'adversaire. Et pendant ce temps, ils voient les Russes dire « Eh bien, nous n'avons pas refusé les négociations, nous sommes prêts à discuter ». Et le discours reste que des armes doivent être envoyées pour forcer les Russes à s'asseoir et à discuter. On peut soutenir que nous voulons nous asseoir et discuter, mais discuter en position de force. Mais ne pas discuter du tout, c'est tout simplement très trompeur. Je suppose que ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose que ce que nous faisons actuellement avec les Iraniens. En réalité, dans le cas des Russes, on pourrait soutenir que l'intervention de Vladimir Poutine à Munich en 2007 était une demande énergique de dialogue et de négociation. Cela remonte donc à 17 ans. Depuis 17 ans, les Russes réclament un dialogue et des négociations. Et depuis 17 ans, l'Occident fait complètement la sourde oreille à ces demandes. En fait, en décembre 2021 et janvier 2022, nous les avons pratiquement repoussés. Ce qui est vraiment étrange, c'est la persistance de ces arguments, que selon moi, un psychologue clinicien qualifierait de projection de notre propre comportement sur les Russes. En réalité, c'est nous qui refusons la négociation, pas eux. Vous négociez,
Il se peut que vous n'arriviez pas à un accord, en fait. Peut-être découvrirez-vous que les négociations ne font que réaffirmer les divergences que vous pensiez avoir. Donc je pense qu'il y a un schéma commun ici, à savoir, vous faites ce que je dis, et si vous ne le faites pas, alors il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Mais que se passe-t-il si ce que j'exige est tellement contraire à vos intérêts, tellement illégal au regard du droit international, tellement désavantageux sur le plan stratégique, que vous n'avez aucune raison de le faire? La diplomatie consiste à persuader les autres d'accepter que votre point de vue et ce que vous souhaitez qu'ils fassent est dans leur propre intérêt, que cela correspond à la réalité, mais plus encore que cela va leur être bénéfique. Quel est l'avantage pour les Russes d'un cessez-le-feu, par exemple, qui est la demande actuelle? Et bien sûr, la presse occidentale se félicite de chaque affirmation du ministère ukrainien de la Défense, complètement et absurdement exagérée, sur le nombre de Russes tués dans cette guerre, alors qu'aucun chiffre n'est jamais publié concernant le nombre d'Ukrainiens morts. Nous avons donc une image totalement fausse de la situation. Et je suppose qu'on pourrait dire la même chose à propos de l'Iran. Les agences de renseignement affirment toutes que l'Iran n'a jamais pris la décision de fabriquer une arme nucléaire, tandis que tous les responsables politiques disent que l'Iran a décidé de fabriquer une arme nucléaire. Mais cela revient à ignorer vos propres sources d'informations fiables. Je pense que ce qui s'est passé dans le cas de l'Iran, c'est que l'Occident, les États-Unis, ont déchiré le JCPOA, l'accord nucléaire, par lequel l'Iran avait accepté de limiter le retraitement et de mener ses activités de manière transparente. Même lorsque Israël a attaqué l'Iran, il y avait 125 inspecteurs ou plus de l'AIEA sur le terrain. Comme vous l'avez indiqué, il est peu probable que l'Iran fasse confiance à l'AIEA à l'avenir, puisqu'il a maintenant été prouvé que les Israéliens ont pu infiltrer l'AIEA ou collaborer avec elle pour identifier les scientifiques nucléaires qu'ils voulaient éliminer. Cela revient donc à dégrader une autre organisation internationale et un instrument de l'état de droit. Je suppose que ce que l'on peut conclure de tout cela, c'est que la diplomatie est pratiquement absente dans les deux régions, l'Asie de l'Ouest et l'Europe de l'Est, que l'ordre mondial fondé sur l'état de droit est mort, que l'opportunisme prévaut et qu'aucun traité ou convention n'est considéré comme contraignant ni par l'Occident ni par Israël. Ainsi, Israël peut attaquer des installations nucléaires, bien qu'il soit membre d'un traité l'interdisant. Et l'Occident peut inverser la réalité, transformant la victime en coupable et inversement. Et personne ne remet cela en question, car la presse indépendante est désormais réduite au rang de scribe du gouvernement, se contentant de retranscrire ce qu'on lui dicte et d'en extrapoler. Donc vous voyez, tous les facteurs qui auparavant permettaient une autocorrection ont disparu. Les freins et contrepoids n'existent plus, et tout peut arriver. Sesaburi system pour no spoilage reviendra. Oui, non, je partage ton sentiment. Cependant, que s'il existait un média qui tenait les gens responsables, les choses seraient très différentes. C'est vraiment dommage que cela ait disparu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été aussi généreux avec ton temps. J'attends toujours avec impatience de discuter avec toi, donc j'espère que tu reviendras assez vite. Vous prenez soin de vous et continuez votre bon trou. Merci.